Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental dans la communication au sein des réseaux. En fait, presque toutes les applications réseau sont développées pour fonctionner sur n'importe quelle infrastructure réseau, indépendamment du matériel ou logiciel qui le forme. Et pour assurer cette indépendance, les fabricants du matériel et logiciels suivent un modèle de référence qui unifie la communication à travers les réseaux. Dans cette vidéo, nous allons parler des deux modèles qui régissent la communication au sein des réseaux, qui sont le modèle OSI et TCP/IP. Et avant de plonger là-dedans, commençons par un exemple plus humain. Imaginez deux personnes qui essaient de se parler, l'une parle en français et l'autre en japonais. Ça va être compliqué, non? Dans le monde des humains, on a besoin d'un langage commun pour se comprendre, pour transmettre nos pensées et exprimer nos idées. En français, en anglais, par geste, peu importe. Il faut un langage commun. Et c'est là qu'on peut faire la comparaison avec les machines. Dans un réseau, c'est pareil. Les appareils doivent parler le même langage pour se comprendre. Et lorsqu'on dit langage, c'est plutôt suivre un ensemble de règles. Les règles qui régissent les communications à travers les réseaux sont appelées des protocoles. Les protocoles réseau décrivent les fonctions qui se produisent lors des communications à travers le réseau. Les protocoles réseau remplissent différents rôles pour assurer une communication fluide et ordonnée. Par exemple, certains protocoles définissent la structure des messages échangés, permettant ainsi de bien interpréter chaque partie du flux de données. Il y a d'autres protocoles qui sont responsables du partage d'informations sur le chemin à suivre à travers le réseau. Comme il y a aussi des protocoles de détection d'erreurs qui sont capables d'identifier les problèmes de transmission. Et certains protocoles qui gèrent l'ouverture et la fermeture des sessions en synchronisant le temps d'activité entre les appareils. Parmi les protocoles réseau les plus courants, on trouve HTTP, Hypertext Transfer Protocol, qui est utilisé pour accéder aux pages web. Il y a le protocole FTP, File Transfer Protocol, qui est un autre protocole important utilisé pour transférer les fichiers entre les appareils. Pour les emails, il y a le protocole SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, qui permet d'envoyer des messages. Par exemple, lorsque vous envoyez un email depuis Gmail à un compte Outlook, c'est le protocole SMTP qui gère le transfert entre les serveurs de messagerie de Google et celui de Microsoft. Il y a également le protocole OSPF, Open Shortest Path First, qui est un protocole qui aide les routeurs à trouver le chemin le plus court pour acheminer les données. Comme il y a le protocole Ethernet, qui est un protocole de communication standard qui définit comment les appareils se connectent et échangent des données dans un réseau local. Ce ne sont que des exemples de protocoles utilisés sur les réseaux. Ces exemples montrent bien la diversité des rôles des protocoles, chacun ayant une fonction spécifique pour assurer la communication et le partage d'informations. Les protocoles réseau permettent aux appareils de communiquer entre eux, peu importe le type de technologie ou le logiciel qu'ils utilisent. Pour que ces appareils puissent échanger des informations sans problème, ils doivent tous suivre les règles décrites par le protocole utilisé dans la communication. Il existe deux types de protocoles. Les protocoles propriétaires qui sont développés par des fabricants spécifiques, ils ne fonctionnent que sur les appareils de ces fabricants. Par exemple, le protocole de routage UGRP est un protocole propriétaire de Cisco et il ne peut être utilisé que sur les appareils de Cisco. Les protocoles standardisés, en revanche, sont conçus pour fonctionner sur des appareils de différents fabricants et ils sont normalisés par des organismes comme E3E ou EETF afin de garantir leur compatibilité entre les différents équipements. Par exemple, le protocole OSPF est un protocole de routage standardisé et peut être utilisé sur des équipements de divers fabricants. En résumé, les protocoles propriétaires sont limités à un seul constructeur, tandis que les protocoles standardisés assurent une compatibilité universelle. Plusieurs protocoles réseau peuvent opérer d'une manière cohérente pour assurer une communication complète. Chacun de ces protocoles a un rôle bien spécifique dans le processus. Par exemple, pour qu'un ordinateur puisse accéder à un site web, plusieurs protocoles vont coopérer. D'abord, le protocole HTTP s'occupe de l'échange de données entre le navigateur et le serveur web. Ensuite, pour diviser ces données en petits segments et les rassembler correctement à la destination, HTTP utilise un autre protocole appelé TCP. Ce dernier gère l'organisation des données pour qu'elles arrivent intactes. Pour acheminer ces données à travers le réseau jusqu'à la destination, le protocole IP prend le relais. Enfin, le protocole Ethernet est utilisé pour faire passer les données sur le câble, transformant tout en une chaîne de bits. Donc, chaque protocole qui entre dans le processus de la communication a une fonction bien précise. Et ensemble, ils permettent d'assurer la communication.
Pour organiser et standardiser l'interaction entre les protocoles et pour avoir une cohérence entre les différents protocoles et différents types d'équipements lors des communications, il faut que ces communications respectent un modèle de référence que tous les fabricants du matériel et logiciels réseau respectent. Et là, entre en scène nos amis, le modèle OSI et TCP/IP. Le modèle OSI, ou Open System Interconnection, est un modèle conceptuel international créé par l'Organisation internationale de la normalisation pour définir un cadre qui explique comment les systèmes réseau communiquent et échangent les données. Ce modèle est conçu pour décrire chaque composant de la communication à travers le réseau et par conséquent, il permet d'établir des règles, des normes et des protocoles pour les applications et les infrastructures du réseau. En fait, les fabricants du matériel et logiciel et les développeurs du protocole réseau doivent suivre ce modèle dans le développement de leurs produits. Le modèle OSI est composé de 7 couches, empilées de manière conceptuelle de la plus haute à la plus basse. Nous allons parcourir ces couches du modèle OSI pour comprendre le rôle de chaque couche. La couche application, qui est la couche numéro 7 de l'OSI, cette couche permet d'assurer l'interface avec l'application. C'est l'interface qui communique directement avec l'utilisateur. Par exemple, lorsqu'un navigateur web affiche une page que vous avez demandée, il fonctionne au niveau de la couche 7, qui est la couche application. Une fois que la page est reçue, c'est la couche application qui présente les données pour que l'utilisateur puisse voir le contenu du site sur le navigateur. La couche présentation, ou la couche 6 du modèle OSI, cette couche décrit les formats des données de l'application. La couche application affiche les informations aux utilisateurs, mais c'est en réalité la couche présentation du modèle OSI qui prépare ces données pour qu'ils soient prêts à être affichés. Chaque application peut avoir son propre type d'encodage. Par exemple, lorsqu'on communique avec un serveur web en HTTPS, les informations sont chiffrées pour la sécurité. La couche présentation est donc responsable d'encoder et de décoder ces informations afin qu'elles apparaissent en clair pour l'utilisateur. La cinquième couche du modèle OSI, c'est la couche scission. Cette couche gère les aspects d'établissement et de fermeture des scissions entre les applications. Pour que deux appareils puissent communiquer, une application doit d'abord créer une scission qui est une connexion unique qui identifie l'utilisateur sur le serveur. La session doit rester active suffisamment du temps pour permettre le transfert de données, puis être fermée une fois le transfert terminé. Lorsqu'on transfère des données volumineuses, la session veille à ce que l'intégrité des données soit reçue. La quatrième couche du modèle OSI, qui est la couche transport, cette couche définit des services de segmentation, de transfert et réassemblage des données échangées entre les appareils. La couche transport est responsable de prendre les données de l'application et de les diviser en petits segments pour les envoyer sur le réseau. Plutôt que d'envoyer un seul gros paquet, les données sont découpées en petits morceaux, ce qui rend le transfert plus rapide et plus efficace. Chaque segment contient des informations permettant au périphérique cible de les rassembler correctement. Ces segments de données incluent également un contrôle d'erreur qui assure la retransmission de données perdues lors du transit via le réseau. La troisième couche du modèle OSI, qui est la couche réseau, cette couche décrit les mécanismes d'acheminement de données à travers le réseau. La couche réseau ajoute un en-tête qui permet aux segments reçus de la couche transport d'être acheminés sur le réseau vers la bonne destination et que les réponses arrivent correctement à la machine source. La couche numéro 2 du modèle OSI, c'est la couche liaison de données. Cette couche gère l'envoi des données sur le support. C'est elle qui est responsable de mettre les données sur le support physique. Cette couche assure également le contrôle des erreurs pour garantir la transmission correcte des données sur le support physique. Et finalement, la première couche du modèle OSI, c'est la couche physique. Comme son nom l'indique, il décrit les spécifications du support de transmission. Il concerne tout ce qui est câblage et connectique. Elle gère le matériel physique et transporte les signaux comme les câbles, les fibres optiques et les ondes radio. Cette couche convertit les données en signaux électriques, optiques ou radio selon le type de lien utilisé. C'est aussi la couche responsable de définir les aspects physiques de la connexion, comme la vitesse de transmission, la longueur d'onde et les types de connecteurs. En résumé, la couche physique est celle qui rend la communication réseau possible en fournissant le support matériel pour le transfert de données. Les données au niveau de la machine source passent par les différentes couches du modèle OSI, de la couche application jusqu'à la couche physique, avant qu'ils soient envoyés sur le support.
Et au niveau de la machine destination, les données passent par les différentes couches du modèle OSI, de la couche physique jusqu'à la couche application. Il existe un autre modèle souvent utilisé en pratique qui est le modèle TCP/IP. Celui-ci est un peu plus compact avec seulement 4 couches, accès réseau, internet, transport et application. La couche application du modèle TCP/IP regroupe les 3 couches du modèle OSI, application, présentation et session. La couche transport de TCP/IP, c'est l'équivalente de la couche transport du modèle OSI. La couche internet de TCP/IP, c'est équivalente à la couche réseau du modèle OSI. Et la couche accès réseau regroupe les 2 couches liaison de données et physique du modèle OSI. Donc, le modèle TCP/IP est un peu comme la version simplifiée du modèle OSI, mais même si c'est simple, ça reste aussi crucial. Donc, faisons une comparaison entre OSI et TCP/IP. Le modèle OSI, c'est un peu comme l'étudiant studio qui a ses 7 étapes bien organisées, alors que TCP/IP, c'est l'étudiant plus pratique qui saute quelques étapes parce qu'il sait où il va aller. Mais en fin de compte, les deux veulent la même chose, une communication fluide entre les machines. En appliquant ce modèle en couche à notre exemple de communication entre un navigateur et un serveur web, où chaque protocole intervient à une couche spécifique, d'abord, la couche application utilise le protocole HTTP pour gérer l'échange de données entre le navigateur et le serveur, inclut l'ouverture de la session entre la machine et le serveur web, le format de données web et l'envoi des données. Ensuite, la couche transport intervient avec le protocole TCP pour diviser les données en segments et assure la réception complète à la destination. Puis la couche réseau utilise le protocole IP pour assurer l'acheminement de données à travers le réseau. Enfin, dans le cas d'une communication locale, la couche liaison utilise le protocole Ethernet pour envoyer les données sous forme de bits sur le support physique. Les données voyagent sur le réseau jusqu'à l'arrivée au serveur web. Ce dernier reçoit les données sur sa carte réseau via câble. Puis, ces données remontent les différentes couches jusqu'à l'application web. Le serveur web génère les données demandées par le navigateur. Ces données parcourent à nouveau les différentes couches du modèle OSI de l'application web jusqu'à l'accès au câble. Ces données voyagent sur le réseau jusqu'à l'arrivée à la machine. Au niveau de la machine source, ces données remontent à nouveau les différentes couches jusqu'à l'application qui est le navigateur pour afficher la page web demandée. Donc, que ce soit le modèle OSI avec ses 7 couches détaillées, ou le modèle TCP/IP avec ses 4 couches condensées, l'important c'est que ces modèles en couches permettent à vos ordinateurs et à vos appareils de communiquer efficacement. Et voilà donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette explication vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et abonner à Biba4IT pour plus de contenu réseau et techno. Et à très bientôt.